On va commencer par faire un peu de lecture. J'ai un livre là entre les mains. Je ne regarde même pas le titre, je ne le sais pas. Donc je vais vous faire deux petites citations. On ne mesure pas assez l'importance du combat idéologique auquel nous avons à faire face. Il n'y a pas de démocratie possible sans conscience du rôle du peuple et des citoyens. Tout un travail d'éducation populaire est à refaire après des années d'abâtardissement des concepts. La démocratie est d'abord l'œuvre d'une lutte, celle à mener contre l'aliénation de l'humanité. Et la dernière phrase, il faut enfin prendre conscience que le combat principal aujourd'hui est idéologique. Ce livre a été écrit par André Bellon, qui est ici à mes côtés, polytechnicien, ancien député socialiste et président de la commission des affaires étrangères, où nous avons passé quelques années ensemble. A rompu, je lis son livre, a rompu avec le PS en 1993, il a fondé l'association pour une constituante. À ses côtés, Jean-Pierre Crépin est un économiste très indépendant, lanceur d'alerte en 2005, très actif dans le mouvement des Gilets jaunes. Il continue d'écrire via son blog Nécronomie. Je leur laisse le soin d'animer la soirée. C'est, je crois, André qui commence à nous dire comment on peut faire vivre ces deux citations, mais tout le livre, à mes yeux, a la même qualité que ces deux phrases. C'est pas obligatoirement un cadeau de commencer. Parlez fort, parce qu'il y a combien de sonos. Okay. Ça va là, comme ça? Voilà, très bien. Ok. En fait, ce livre s'inscrit, enfin pour moi comme pour Jean-Pierre, je crois, dans l'évolution d'une pensée liée à une pratique, à des contradictions, à des difficultés, à des rejets. Je crois que nous sommes dans ce que, puisque je le cite toujours, dans ce que mon regretté professeur d'histoire Robert Bonneau appelait un tournant historique. Le tournant historique, c'est le moment où les concepts dans lesquels on était jusque-là apparaissent ne plus avoir de pertinence, où il faut penser autrement. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile, parce que en tout être humain, et alors là pour le coup je suis très représentatif, il y a d'abord une dominante de fainéantise, qui consiste à dire si les autres le faisaient pour moi, ça serait quand même plus simple. Il n'empêche qu'il y a un moment où il faut bien que quelqu'un s'y colle, et il faut bien que tous, on se pose les mêmes questions. Toute la subtilité du système politique que nous vivons depuis plusieurs décennies, et d'avoir réussi, comment dirais-je, à ne plus nous faire penser, à nous faire croire même parfois que nous étions tellement crétins qu'il était impossible que nous fassions quelque chose d'original, quelque chose qui répond à la situation. Il y a tout un travail idéologique, par exemple sur le mot peuple. Le mot peuple, dans le discours, disons, dominant, c'est péjoratif, c'est vilain pas beau, c'est au mieux les comptoirs, les brefs de comptoir, mais c'est pas productif. Et on l'a bien vu dans l'affaire des Gilets jaunes, puisque c'est la dernière en date, mais on l'avait vu dans d'autres circonstances. L'idée que comme c'était pas très organisé, comme c'était un mouvement bizarre, pas très cernable, comme on ne savait pas très bien qui était qui, comme il n'y avait pas un candidat à la présidentielle, ça c'est fondamental, le candidat à la présidentielle. On est sérieux que si on a un candidat à la présidentielle aujourd'hui, c'est bien évident. Je vous rassure, je ne suis pas candidat à la présidentielle. Mais alors, vraiment pas. C'est un rôle que je détesterais.
On n'est pas devant des gens sérieux. Et puis il y a par ailleurs des gens sérieux qui savent penser ce qu'il faut et qui ont les instruments pour ce faire. À mon sens, il est temps de sortir de cette vision, parce que cette vision a un inconvénient, c'est que face à tous les défis auxquels le pays est soumis ou va être soumis, défis économiques, défis sociaux bien entendu, défis géopolitiques, on nous expliquait que la guerre c'était fini, ben non, elle est là. Alors, on peut en parler si vous voulez, mais enfin c'est pas vraiment le sujet de la soirée. Face à tous ces défis, la France n'est pas prête. Et pourquoi n'est-elle pas prête? Parce qu'il manque un acteur essentiel, son peuple. Dans l'histoire de France, il y a toujours eu, dans les périodes importantes, dans les périodes productives, à la fois sur le plan de la pensée et sur le plan de l'action, il y a toujours eu ce lien entre une direction et un peuple. Or aujourd'hui, non seulement il n'y a pas ce lien, mais la classe dirigeante a peur de son peuple. L'événement clé, à mon sens, c'est 2005. 2005, il y a un traité constitutionnel européen et on nous demande de voter pour ou contre. Dans les premiers temps, si vous avez souvenir de ce moment, toute la presse et tous les dirigeants sérieux étaient pour le oui. J'ai souvenir de Jean-Marie Cavada, je ne sais pas si vous voyez, c'était une conscience à l'époque, en plus journaliste, très faisant de la politique avec Barreau, enfin bref, il avait toutes les qualités pour être considéré comme respectable. Nous disons, ceux qui sont contre le traité constitutionnel européen devraient regarder les photos de Auschwitz. Non seulement cet argument est idiot, mais il est ignoble. Mais il est très typique d'une période où on n'avait pas le droit de penser. Or, le peuple français, à ce moment-là, a dit ben, nous, on a le droit de penser. Et il y a eu un vrai débat, pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu un vrai débat. Et plus ce débat s'est développé, plus il est apparu que malgré toutes les pressions, malgré les médias, malgré etc., le peuple français avait dit non. Alors, par parenthèse, parce qu'on dit toujours c'est absurde, c'est un moment, il existe un philosophe français qui s'appelle Alain, qui a eu son heure de gloire avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un radical, qui disait penser c'est dire non. C'est intéressant comme idée. Ça ne veut pas dire que par définition on doit dire non à tout. Ça veut dire avant de dire, on commence par dire non. Après, on peut réfléchir. Et cette idée du non s'est réintroduite dans l'esprit du peuple français. Ça, c'était inacceptable. C'était tellement inacceptable que le président de la République suivant, qui s'appelait Nicolas Sarkozy, a décidé qu'il n'en avait rien à fiche et a fait passer le traité quand même. Bon, avec quelques modifications, dont une substantielle, le mot constituant a disparu. C'était devenu simplement un traité. Mais pour le reste, c'est à peu près le même, à quelques détails près. Bon. De ce jour, une fracture qui était déjà sensible entre les citoyens et leurs élus s'est aggravée. Il n'y a plus la confiance. Or, faire vivre une société politique sans la confiance, c'est impossible. Ou alors, c'est la dictature, avec tout ce que ça implique, comme répression, comme utilisation de l'appareil policier, etc., etc. Ça, c'est une autre formule. C'est pas vraiment la mienne. Mais si on veut être dans ce qu'on appelle habituellement une démocratie,
eh bien, rétablir la confiance fait partie des choses fondamentales. Or, tout le monde nous parle des élus. Ben, les élus, c'est les élus du peuple. Les élus, c'est avant tout des représentants. Le problème, nous en avons, paraît-il, su quelque chose. Le problème est que, aujourd'hui, les élus ne sont plus des représentants. En tout cas, ils ne sont pas considérés comme représentants par l'ensemble des citoyens. Ça explique très bien la montée de l'abstention. Le vote pour des extrêmes, c'est pas obligatoirement qu'on aime ça, mais au moins c'est pas les autres, etc., etc., etc. Il y a du coup une perte de légitimité qui s'est installée. Et cette perte de légitimité, ben de deux choses l'une, ou bien ça signifie la fin de la démocratie, et d'une certaine façon la fin de l'histoire de France, ou bien il faut revenir là-dessus et refaire autre chose. Il faut bien voir qu'au travers de l'entreprise de destruction idéologique dont nous venons de parler, ce n'est pas seulement la confiance qui a été mise en cause, ce sont les concepts mêmes qui fondaient la République, la démocratie et la politique. La politique, enfin, bon, c'est une chose très difficile à définir. Enfin, si on reprend les vieux anciens, mettons Aristote, hein, c'est la recherche d'un certain bien. Qui dit recherche d'un certain bien, ça veut dire qu'il n'est pas défini par avance. Et deuxièmement, que cette recherche est collective. Et que donc, il existe quelque part une structure qui permet cette expression collective. Nous insistons beaucoup pour la définir sur le mot contrat social. Il y a besoin, dans une société qui se veut démocratique, qu'il y ait un contrat social. Quelque chose qui organise la relation et qui crée de ce fait la société. Il faut bien voir que nous sortons d'un certain nombre d'années où la pensée dominante a été en gros celle de Thatcher-Reagan. Hein, Thatcher disait: la société, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui s'appelle société. Il y a des gens. Et tout ça, c'est une pensée où l'idée politique s'est dissoute au profit d'un certain nombre de contraintes, d'obligations indépassables, indiscutables, et en particulier de pensée économique. L'économie, bon, était, jusqu'à une date récente, enfin jusqu'aux années 60-70, était une technique qui participait d'un certain nombre d'autres techniques. C'est pas pour rien qu'à l'époque, l'économie était enseignée dans les facs de droit. À partir des années 60, l'économie s'autonomise. Elle devient quelque chose en soi. Elle devient une science, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. Mais de ce fait, en s'abstrayant du social, l'économie a fait du social un ennemi. Il n'y a plus de possibilité de contrat social. Le social est devenu un adversaire de la bonne pensée, de la vérité. L'économie est une vérité. C'est exactement ça la pensée de la mondialisation qu'on appellera libérale, même si je pense qu'il n'y a pas de bonne mondialisation, mais ceci est un autre débat. Je pense qu'il y a un internationalisme, mais je pense qu'il n'y a pas de mondialisme. Mais ceci, c'est une autre question sur laquelle on peut revenir éventuellement. Mais en toute hypothèse, cette construction qui a fait de l'économie la science reine. Alors, un ami que j'ai dit c'est la science reine parce que c'est la plus bête. Son axiomatique est tellement bête, hein, vous vous réveillez le matin et vous cherchez votre satisfaction maximale sur votre courbe de satisfaction jusqu'au soir et vous recommencez le lendemain. Bon, il n'y a pas plus bête. C'est une vision de la société qui est terrorisante d'une
certaine façon. Mais c'est bien la pensée dominante. Et cette pensée dominante ne peut pas supporter qu'il y ait des citoyens. Le citoyen est un adversaire à cette vision de la société. Le citoyen doit donc être détruit en tant qu'être pensant, contestataire, réfléchi, politique en un mot. La nécessité de reconstruire la politique s'impose en même temps que la nécessité de reconstruire le peuple et le citoyen. Les choses sont liées. On ne peut pas les séparer. Et ce n'est pas par une élection présidentielle tous les 5 ans, bon avant c'était tous les 7, mais ça ne change pas substantiellement le problème, qu'on fait de la politique. Ça veut dire simplement qu'on on cherche à donner un aval, disons. Bon, pour 5 ans. Puis après, on recommence. Et comme en plus, avec les réformes de Jospin, je ne sais pas pourquoi on le trouve génial, moi je trouve que c'est parfaitement crétin ce qu'il a fait en 2002, c'est-à-dire l'inversion du calendrier et le quinquennat, on a automatiquement une assemblée qui est derrière le président. Ça n'arrange strictement rien. Donc, la question des institutions revient in fine comme une conséquence naturelle de cette réflexion. Et c'est pour ça qu'à partir de 2007, nous avons créé l'association pour une constituante, pour dire les institutions sont un problème. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire automatiquement n'importe quoi pour qu'il y ait d'autres institutions. Il y a eu, alors je vois passer de temps en temps des constitutionnalistes renommés qui nous expliquent qu'ils sont les sauveurs du système et que grâce à eux, on va faire la super constitution qui arrangera tout le monde. Et puis ils ajoutent d'ailleurs, histoire de faire bon poids, ça serait bien si on faisait ça au tirage au sort, histoire de supprimer le suffrage universel et donc le citoyen qui est titulaire du suffrage universel. Ça franchement, c'est comment aggraver le désastre tout en faisant semblant de le résoudre. C'est assez classique. Il y a eu des tas de... Comment ça, de clercs qui ont trahi dans l'histoire avec ce genre d'idée. Non. La question aujourd'hui, ce n'est pas de faire des institutions. C'est de dire que c'est un symbole pour reconstituer la vie publique, la vie politique, la citoyenneté. C'est-à-dire qu'elle permet d'être cette espèce d'objectif qui fait que chaque citoyen se sent concerné par l'action à mener. Et donc, pour nous, la question n'est pas tant de savoir quelles institutions, évidemment, ça viendra comme question, ça va de soi, mais de savoir qui, par quel processus, on aboutit à ce changement. Et comme dans tout processus dramatique dans l'histoire, la question n'est pas uniquement qu'est-ce qu'on va faire, mais qui le fait. D'où la question, y a-t-il encore un peuple français? Pas évident. Il faudrait peut-être lui poser la question, on le saurait. On lui a posé la question en 2005. Il y a répondu. Et on lui a répondu merde. Bon, en termes à peine plus polis. Il faut absolument que cette question soit posée. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons appelé à une association pour une constituante, non pas pour faire une constitution, bien entendu. Enfin, tous ceux qui veulent faire une constitution sur un coin de table, c'est pas sérieux. Non, c'est pour créer la dynamique de l'envie de participer à cet objectif. De l'envie à redevenir citoyen, parce que seuls les citoyens peuvent participer à cet objectif. C'est donc ce travail-là qui permet de reparler quoi? Du social, de la politique, de la citoyenneté. C'est tout ça, cet objectif. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes venus pour en parler. On s'est rencontrés au téléphone un peu par hasard, même si on avait dû se rencontrer, mais sans vraiment se connaître. On se connaît plus, peut-être parce que les conditions historiques permettent de se connaître plus. Et j'espère que non seulement la prochaine fois on sera tous ceux qui sont là, mais 10 fois plus, 100 fois plus, parce que c'est l'avenir même de l'humanisme. Et
oui, de la liberté qui est en cause, et c'est celle-là que nous essayons de recréer au travers de ces idées. La vie politique démocratique, c'est la liberté. Jean-Pierre? Oui, alors peut-être je prends 2 secondes pour me présenter quand même, pour que les gens comprennent le lien, comment le lien s'est fait avec André Bellon. Donc moi je suis Jean-Pierre Crépin, j'ai 63 ans, je suis économiste, j'ai surtout travaillé dans ce qu'on appelle un peu pompeusement les métiers de la mutation consommateur-citoyen, les nouveaux usages ou les comportements de crise. Mon autre spécialité étant ce qu'on appelle les monnaies complémentaires. Bon, ça je ne vais pas m'attarder là-dessus, il y en a un paquet par le monde, la plus célèbre étant le ouïe en Suisse, hein, qui a permis d'éviter à la Suisse la première très grande dépression. Donc j'ai travaillé en indépendant, c'est-à-dire que j'ai toujours été salarié par moi-même en fin de compte. Et donc une bonne partie en France, et dans les années 2000, je suis parti en Chine, aussi pour vivre quelque chose à l'international. À l'époque, Hu Jintao, hein, on n'était pas encore dans l'enfer du ranking social, des notes citoyennes, etc. Ça a encore beaucoup évolué depuis mon départ. Pour Canton Nuclear Power, donc c'était quand même managé par l'ancien numéro 2 du PC, donc j'ai vraiment eu les gros dirigeants chinois, ils ne se rigolent pas du tout, croyez-moi, en face de moi. Au bout de 2 ans et demi, je suis parti en Chine et j'ai atterri en Turquie, à Istanbul, où là j'ai découvert, pour bosser pour IMEKB, qui est l'équivalent de l'AMF, l'autorité des marchés financiers là-bas. Et là j'ai découvert plusieurs choses. D'abord j'ai découvert la crise de 2008 qui allait arriver, puisque moi dès 2005 j'ai commencé à écrire sur la crise des subprimes, parce qu'on avait des contacts avec des gens comme Nouriel Roubini, je ne sais pas si vous connaissez, qu'on appelle maintenant le Docteur Doom, qui fait partie des rares économistes aussi, avoir essayé de prévenir les gens là-dessus. Il était même allé à Davos, personne ne le croyait. Et des gens comme Danny Roderick aussi. Peut-être vous avez entendu parler du fameux trilemme de Roderick? Non? Alors, et donc en Turquie, j'ai découvert plusieurs choses. Donc déjà, j'ai été informé de la crise de 2008, en sachant que pour moi, la grosse différence que je fais avec d'autres gens dans le domaine de l'économie, c'est que pour moi, la crise de 2008, c'est la crise majeure parce que je considère que le capitalisme financier n'était pas, comme on l'entend souvent, l'ennemi du capitalisme normal, mais le capitalisme financier a été la planche de salut, la planche de survie du capitalisme qui n'arrivait plus à extraire la plus-value du travail de l'homme. Depuis les années 80, et André pourra le confirmer, puisqu'il a été au pouvoir pendant l'essentiel s'est fait sous les socialistes, hein, la privatisation, la libéralisation des marchés financiers, etc. Le capitalisme dans l'hypermondialisation n'arrivait plus à extraire la plus-value du travail de l'homme, comme l'enseigne Marx par exemple. C'est la raison pour laquelle on a délocalisé vers les pays pourvoyeurs de main-d'œuvre pas chère. Hein. Et à partir de 2008, quand la crise est enfin... Alors moi j'avais commencé à écrire dessus donc, dès 2005, j'avais continué toujours de Turquie à l'époque, en 2007, sur mon blog Necronomie, qui a donné lieu à 3 livres, le plus connu étant celui qui est sorti il y a 12 ans, qui s'appelle Crise et Mutation, parce que j'avais perçu, bon bah ça j'ai même plus besoin d'expliquer le titre, vous voyez la crise et la mutation, bah, vous en entendez parler avec la transition énergétique, avec tout ça. Et donc tout ça m'a rendu un peu, on va dire, comme je publiais tout sur mon blog, populaire dans le milieu des Gilets jaunes en fait. Hein. Donc beaucoup de Gilets jaunes sont venus, les Gilets jaunes constituants, donc qui étaient déjà sur une démarche constituante un peu, s'étaient aperçus du problème en premier. Et puis tous les autres groupes, et j'ai participé pendant 2 ans, j'étais à la présidence plurielle d'un contre-gouvernement qui s'appelait Le Gouv, dans lequel on avait essayé de réunir différentes personnalités, à l'image un peu de la sociologie des Gilets jaunes, donc des gens de droite, des gens de gauche, même des gens d'extrême droite et des gens d'extrême gauche, il y avait tout. Ça allait de Jacques Nikonov à René Chiche à l'éducation, Nikonov on l'avait mis à l'emploi, Anis Lajnev, un ancien trader à la justice fiscale qui est sorti aussi, enfin bon, Édouard Rousson, enfin un certain nombre de gens qui avaient quand même
pour bâtir le programme des programmes, parce que ce qu'on reprochait sans arrêt aux Gilets jaunes, c'est oui, vous n'avez pas de programme, vous n'avez pas de solution. Donc pendant 2 ans, on a œuvré à faire un programme. Ce programme a donné lieu à la candidature de Fabrice Rimal en fusion avec Solidarité Progrès, d'autres groupes, etc. Bilan de l'opération, 0 parrainage. Parce que, comme le dit André, les maires préfèrent donner leur parrainage à des gens qui n'en ont pas besoin pour ne pas être emmerdés. Donc ça a été ma dernière expérience dans on va dire, la démocratie représentative. Et suite à ça, un groupe de Gilets jaunes est venu me voir, m'a dit « Tiens, tu devrais rencontrer Bellon ». Moi, je n'ai pas du tout dans la tête de créer l'idée d'une élection d'une assemblée constituante. Et donc, j'ai rejoint André dans cette aventure. L'autre point qui a été important pour moi quand j'ai vécu en Turquie, c'est que j'ai assisté au tout début de l'expérience de Rojava, donc des Syriens, ce qu'on appelle le municipalisme libertaire, qui est le modèle démocratique, la démocratie directe, mais au niveau d'une municipalité, qui est issu de la pensée de Murray Bookchin. Et c'est le modèle qu'a choisi Öcalan, le leader kurde, pour son peuple. Quand vous êtes en prison depuis 20 ans, que vous ne pouvez faire que lire et écrire, il a choisi pour son peuple, et c'est ce qu'il y a actuellement, la démocratie sous les bombes, à Rojava. Et on appelle ça aussi l'écologie sociale, d'autres vont parler de municipalisme, mais c'est exactement ça, recréer une citoyenneté, mais en partant du municipal. C'est-à-dire que moi je considère que pendant des années, on nous a vendu le local, du global au local, et le Covid nous l'a bien démontré, tout ce qui a été fait par la tête a foiré, et toutes les solutions ont été trouvées au local. Donc, je suis pour le municipalisme, donc, que j'ai découvert, qui représente maintenant pour moi le projet politique le plus concret, donc pour reconstituer justement cette citoyenneté à partir du local et du municipal. Le trilemme de Rodrigue, dont je voulais vous parler, qui est quelque chose de fondamental parce que c'est une étude, donc apporte le nom de celui qui a trouvé ça, en l'occurrence un économiste turc qui enseigne à Yale, Dani Rodrigue. C'est le premier qui a mis en évidence dès 2014, donc il y a très longtemps, le fait qu'on appelle ça un trilemme parce que dans l'hypermondialisation où nous ne sommes pas à l'époque Bretton Woods, il y a 3 choses qui ne sont pas compatibles ensemble. C'est mondialisation, démocratie et nation. Vous voyez, les 3 choses, il peut y en avoir que 2, mais les 3 ensemble, c'est pas possible. Et Dani Rodrigue, donc le premier, a dit, voilà, dans l'hypermondialisation où nous sommes, donc cette étude, la Commission européenne la connaît, Klaus Schwab, dans son best-seller de Le Grand Reset, la cite aussi. C'est une étude qui n'est pas le trilemme de Rodrigue. Donc il ne reste que 2 modèles, c'est ça qui est effrayant. Le modèle chinois, où il y a la mondialisation et la nation, avec le ranking social, les notes citoyennes, etc. Il n'y a plus d'argent. Aujourd'hui, en Chine, on paie par chaque peine, il n'y a plus d'argent liquide. Et en fonction de tout, de vos comportements de citoyens, on vous fait des offres, ça fonctionne comme ça. Donc le modèle chinois que Thomas Friedman, un éditorialiste célèbre du New York Times, s'appelle la camisole dorée. Ah oui, c'est une camisole dorée, puisque bon, il y a la mondialisation, il y a la nation qui est encore là, mais il n'y a pas la démocratie. L'autre modèle étant le fédéralisme global, comme aux États-Unis, vous voyez, qui est un peu le modèle dans lequel fonctionne aujourd'hui l'Union européenne, mais sans l'aval des peuples. Vous voyez, ça, c'est les 2 modèles. Si on reste dans la mondialisation, et dans ce modèle qui est le fédéralisme global, ça veut dire qu'on aura la mondialisation et la démocratie, mais on perd la nation. Vous voyez, à terme, on perd la nation. Voilà. On le voit bien tous les jours, vous en apercevez, l'Europe des nations que nous vante, par exemple, Le Pen ou Zemmour, c'est une utopie. L'Europe des nations, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister, parce que d'un pays à un autre, on est d'accord sur rien. On a réussi péniblement à se mettre d'accord sur les masques pendant le Covid. Vous le voyez bien aujourd'hui sur l'énergie, on ne peut pas se mettre d'accord, etc. Puisque d'un pays à l'autre, on a des business models, en fin de compte, des façons de fonctionner complètement différentes. Donc, vous voyez un peu l'ampleur. Donc, soit on va à marche forcée vers le fédéralisme global, soit on se retrouve dans un modèle
de ranking social à la chinoise. Voilà, donc la situation est quand même très très préoccupante. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai rejoint un peu, nous est venue l'idée de ce livre qu'on a écrit pendant la période Covid, en fait, par correspondance, puisque bon, on était tous confinés, et en faisant part de nos conclusions. Donc, et il s'est trouvé qu'on était d'accord sur le principe de réinventer la citoyenneté à partir du local, du municipal, puisque bon, vous l'avez constaté, il y a plus de 50% maintenant des gens qui ne votent plus, et qui ne croient plus du tout dans les partis politiques. D'ailleurs, il est difficile aujourd'hui, dans les partis politiques, de trouver... Il s'agit d'administrer finalement quelque chose. Et on voit bien que ce ne sont plus eux qui décident. Au niveau de la Commission européenne, je peux vous dire que tous les jours, il y a des lois qui sortent, mais vous n'êtes même pas au courant. Et bon, de toute façon, il n'y a pas de souveraineté sans souveraineté monétaire. Ça, c'est la base, hein, donc de toute façon. Là, maintenant, on est tous accros à la planche à billets, tous les pays. Hein. Donc, voilà, la BCE, John Maynard Keynes, l'économiste le plus célèbre de tous les temps, dans son livre La théorie générale, le livre le disait à l'époque, les gens ne se rendent pas compte, mais leurs vies ne sont que le fruit de scénarios d'économistes défunts. Eh bien aujourd'hui, c'est encore pire, nos vies ne sont plus que le scénario de banquiers centraux non élus. Voilà, taux d'indirect, on ne maîtrise rien du tout. On est vraiment dans un... Et une des façons de sortir de tout ça, effectivement, la seule, et André a raison d'insister là-dessus, c'est la voie constituante, en fait, pour permettre au peuple de nouveau... c'est la seule voie pacifique, finalement, pacifiste, hein, qui nous reste, toutes les autres voies étant évidemment plus guerrières. Et n'ont pas peur des mots. Voilà ce que j'avais à dire en résumé. Mais c'est vrai que la situation est dramatique. Ce que nous allons vivre là, ce que nous allons trouver sous le capitalisme, ce n'est pas le socialisme, ce sont les décombres du capitalisme. Il va nous falloir tous apprendre à nous voir dans les décombres, hein, du capitalisme. Et ça, c'est pour ça qu'on parle en ce moment, vous en entendez parler, du libéralisme autoritaire, qui est en fin de compte une version plus avancée de ce qu'on appelait autrefois l'ordolibéralisme. Et voilà. Maintenant, c'est le libéralisme autoritaire, puisque le capitalisme a muté aussi au XXIe siècle et ne reconnaît plus que deux ennemis, le fascisme et l'islamisme. Toutes les idéologies, les alternatives ont été mises au rebut. Voilà. Donc, fascisme, c'est le discours de Darmanin, à chaque fois c'est un truc, c'est l'islamiste, donc c'est fasciste, etc., etc. Donc la situation est effectivement très grave. Elle est d'autant plus grave que notre situation économique, évidemment, est catastrophique. Et moi, je pense sincèrement, pour avoir travaillé dans les pays en voie de développement, qu'on se dirige vers ce qu'on appelle dans les pays en voie de développement le dualisme productif, c'est-à-dire que où vous travaillez en haut dans des métiers valorisés par le capital, alors en France, ça sera la transition écologique, le digital et maintenant l'armement, hein, avec l'histoire de la guerre sans guerre, parce que moi j'appelle ça la guerre sans guerre, puisque c'est une guerre qui a été, voilà, qui permet aux élites de financer aussi une transition écologique qu'ils ne voulaient pas financer. Donc la guerre sans guerre sert aussi à ça. Puisque dès 2008, on parlait de la bulle verte à l'époque, ça faudra revenir dessus, parce qu'il fallait trouver un moyen de relancer le capitalisme qui allait tout simplement s'éteindre. Donc voilà, donc les décombres, on va vivre dans les décombres. Alors, le dualisme productif, c'est en haut des métiers qui sont valorisés par le capital, dans lequel, donc, si vous avez la chance de travailler dans des métiers comme transition écologique, digital, armement, ça ira pour vous, hein, c'est des métiers où sont... Et en dessous, ce qu'on appelle les métiers ancestraux, les métiers ancestraux, c'est ce qu'on vit actuellement. Alors, là, c'est pas comme en Inde, les trucs de porteurs, mais c'est serveur, infirmier, artisan, tout ça, ce sont des métiers qui ne sont plus valorisés par le capital. Donc, et si vous allez dans cette direction, vous serez crevard toute votre vie, locataire toute votre vie, et vous ne gagnerez jamais rien, quoi. Voilà, c'est... Autrefois, il y avait l'industrie qui permettait de faire un équilibre
entre les deux. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a plus d'industrie, ils viennent de se rendre compte, d'où le fameux discours sur la réindustrialisation. Mais cette réindustrialisation, si vous réfléchissez bien, ça sera ce que Marx appelle la domination du travail mort. Ça sera de l'automatisation et de la robotisation. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas pu, dans l'hypermondialisation, on est allé vers les pays pourvoyeurs de main-d'œuvre pas chère? Quelles sont les conditions économiques qui permettraient qu'on puisse ramener chez nous, alors qu'il y a un tel différentiel de coût du travail que ça ne peut être que de l'automatisation ou de la robotisation. Donc voilà un peu le panorama, la situation dans laquelle nous nous trouvons, et d'où l'urgence de recouvrir pour le peuple une souveraineté, tout simplement. Mais la dernière phrase, c'est le cœur du débat que nous devons avoir entre nous, où ça perdure et on a la tête dans le mur, Oui. où le peuple prend les choses en main. Oui. Facile à dire, plus délicat, plus complexe à réaliser. Avons-nous le choix? Y a-t-il une autre voie que celle développée par les deux intervenants? Eh bien, c'est à vous de le dire. Vous avez remarqué que, malgré les compétences de Jackie, on n'arrive pas à faire marcher la sonorisation, mais on s'entend bien. Alors, on y va. Vas-y, Gérard. Non, André Bellon a parlé d'un moment fort où le peuple a repris les choses en main, c'était en 2005. Je pense qu'il y a un autre moment, ça a été évoqué aussi, c'est les Gilets jaunes. Oui. Le moment des Gilets jaunes, là, ils ont eu la trouille au niveau du pouvoir. Et je voudrais citer, j'en parlais tout à l'heure avant le début de la séance à André Bellon, on avait participé à Doyer, c'est un village de 1500 habitants, on avait créé une assemblée citoyenne. Et cette assemblée citoyenne avait rejoint l'assemblée citoyenne de Commercy. J'ai retrouvé le nom, Commercy. Où c'était le municipalisme. Absolument, Qui était, voilà, ça fait partie des exemples. Et donc on n'avait pas pu participer en tant qu'assemblée citoyenne à Commercy, mais on avait participé ensuite à la deuxième à Saint-Nazaire. Et on avait envoyé 2 délégués. Bon, et ça travaillait à Saint-Nazaire par commission. Et nos 2 délégués, il y en a un qui n'a pas respecté son mandat. Et donc la question que l'on avait fait, que l'on avait évoquée, on avait fait un texte. D'ailleurs, je ne le retrouve plus, ce texte. Il faudra que je demande à des Gilets jaunes de Doyer s'ils l'ont retrouvé. On s'était basé sur la Constitution de 1793. En fait, et on avait dit, il faut que le peuple lui-même convoque ses États généraux. C'est-à-dire en espérant que toutes les assemblées citoyennes se développent dans le pays, les assemblées citoyennes envoient des délégués à des assemblées primaires. La Constitution de 1793 proposait des assemblées primaires. Alors, maintenant, à notre époque, ça peut être peut-être au niveau du canton, ou enfin des anciens cantons, je ne sais pas à quel niveau il faudrait le voir, c'était en 1793, c'était au niveau du canton. Et convoque que ces assemblées primaires, ensuite, élisent des représentants pour constituer des États généraux, mais convoqués par nous. Bon, on n'a pas pu aller plus loin, d'une part parce que le texte n'a pas été examiné à Saint-Nazaire, mais aussi parce que ces assemblées citoyennes sont mortes aussi de... Alors je ne sais pas si c'est une solution actuellement. Est-ce que le peuple a envie de créer des États généraux comme ça s'était fait en 1789 ? En fait, ils avaient dit, nous sommes les représentants du peuple et nous sortirons ici que par la force des baïonnettes. C'est bien ça qui s'était passé. Oui. Bon. C'est Mirabeau, ça. Donc voilà un petit témoignage que je voulais apporter. Alors, ce qu'il faut maintenant, c'est d'autres petits témoignages. Y compris, pour qu'on se mette à l'aise, y compris pour que s'expriment des doutes sur cette démarche. C'est du rêve, c'est pas réalisable. Tout le monde peut avoir des doutes sous réserve qu'ils ne soient pas sérieux. Allez-y. Vous avez parlé de monnaie complémentaire. Oui. Donc, dans l'Allier, nous en avons une qui s'appelle le Soudici.
Oui. J'en ai, je fais partie de ce mouvement-là, c'est extrêmement intéressant. Et donc, un moyen éventuellement que le peuple soit visible, c'est donc le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, comme ça se passe en Suisse. Absolument. Donc, on propose quelque chose et le peuple vote. Mais bon, ça prend pas. Ouais. Sur les monnaies complémentaires, il y en a une dizaine de milliers dans le monde. Oui. Moi j'ai travaillé avec Bernard Liéter, qui était un peu le pape des monnaies complémentaires, l'ancien patron de la Banque centrale de Belgique, qui m'a même par la suite, qu'on voit dans le film de Mélanie Laurent, qui s'appelle Demain. On le voit Bernard. Bon, il est décédé, et aussi une autre personne qui était Marguerite Kennedy, qui est hélas décédée aussi. Elle, c'était une Allemande, mais qui était sur une monnaie écologique et sociale aussi. Hein. Donc moi j'ai toutes les études, c'est mon métier ça, donc c'est très très intéressant. Bah, oui, c'est très très intéressant. Alors là c'est pareil, hein, qu'on attaque la monnaie, on attaque un tabou, hein, vous savez, c'est pas un truc simple. Sur le RIC, je vous donnerai tout à l'heure un document que je vous ai amené, justement, qui est le passage, le municipalisme libertaire, ça dépasse l'option RIC. Si vous voulez ça, je vous donnerai un document tout à l'heure. C'est le RIC, mais c'est le RIC du quotidien dans la municipalité, si vous voulez. C'est ça qui est extraordinaire dans le municipalisme, ou l'écologie sociale, ou il y a des villes, hein, vous savez, maintenant, on en a pas mal de villes dans le sud de l'Espagne, il y a Naples, il y a Valparaiso, il y a beaucoup de gens. Hein. Naples, c'est du néo-municipalisme hein, maintenant. Donc voilà, et les monnaies complémentaires, effectivement, c'est un moyen de doper l'industrie au niveau local, hein, au niveau régional. Et surtout, c'est envoyer un signal très fort, comme quoi on a compris comment structurer la finance. Absolument. Et ça, je veux dire, ils apprécient, mais alors pas du tout, quoi. Non, pas du tout, du tout. Parce que, ouais. Voilà. Non, mais j'ai pas l'impression que dans l'Allier, il y a quelques commerçants, oui bien sûr, mais ça n'a pas pris autant que ça aurait dû. Non, mais c'est un tabou. Quand j'ai participé au lancement, en Belgique, il y a le RES, hein, on a le RES, Res Publica. Le nombre de commerçants qui participent au truc, c'est l'équivalent dans le catalogue de la Redoute. Hein, vous voyez, donc il y a beaucoup de gens. Parce qu'en fait, c'est une coopérative à circuit fermé, ce qui permet aussi de faire des prêts sans intérêt. Ça, vous imaginez le truc, quoi. Ça squeeze les banques, quoi. On se fait des prêts entre nous sans intérêt. C'est absolument génial. Mais, et je me rappelle, la première réunion que j'avais fait avec les gens du RES, je me suis retrouvé à table avec 8 personnes, et chacun se présentait un peu comme on le fait ici, etc. Et je me suis aperçu que sur les 8 personnes, c'était tous des gens qui avaient vécu quasiment à titre personnel, soit des drames personnels, hein, qui avaient eu un fils autiste, ou des choses qui les avaient fait, qui leur permettaient finalement d'envisager autre chose que la norme. Quelque chose les avait fait dévier, hein, souvent un drame personnel, ou des choses comme ça, pour comprendre... parce que la monnaie, là vous attaquez, c'est un tabou, si vous voulez. Mais c'est très très fort. Alors que pourtant, la banque ouïr, c'est ce qui a sauvé la Suisse de la première très grande dépression. Hein. C'est 3 commerçants sur 4 où on peut payer en ouïr à la place du franc suisse, avoir des prêts sans intérêt, et aussi un réseau marketing extraordinaire, puisque vous appelez les gens qui sont dans le même système que vous, et vous faites circuler surtout. Parce que le point déterminant, c'est ce qu'on appelle la vélocité de l'argent. C'est donc la vitesse de circulation de l'argent. Vous connaissez peut-être la fameuse histoire de la Dame de Condé, hein, voilà, qui est un exemple. Voilà, on la raconte souvent pour vulgariser le principe de... Pour ceux qui ne connaissent pas, je prends 2 minutes pour la raconter. 2 minutes seulement. Oui, 2 minutes. La Dame de Condé, c'est bon. Imaginez quelqu'un qui va dans un hôtel, il rentre dans l'hôtel, on lui dit c'est 100 € la chambre. Ok, très bien. Bon, paf, le mec met les 100 € sur la table, il monte à sa chambre. Entre-temps, le patron de l'hôtel qui devait 100 € au boucher pour de l'achat de viande va les donner au boucher, donc en face. Le boucher qui devait à une prostituée de l'argent pour des passes va donner l'argent à la prostituée.
et la prostituée revient à l'hôtel, puisqu'elle utilisait l'hôtel pour de la location de chambre. À ce moment-là, le client redescend et dit non, la chambre ne me convient pas, remboursez-moi. Le patron la rembourse. Ce qui est magique dans cette histoire, c'est que par le simple principe de circulation d'argent, plus personne n'a de dette. Vous voyez le truc? Il n'y a plus de dette. C'est ça, les volets complémentaires. Ce qu'il y a, c'est que ça arrive à une mauvaise période, puisque maintenant l'argent va vers de la dématérialisation, on paye avec des cartes bancaires, le téléphone portable. Ça, c'est le prochain. Et la monnaie et les billets euros sont amenés à disparaître. Donc là, bien c'est sûr. pour ça que la monnaie locale a encore plus de valeur, finalement. Exactement. Alors ça, c'est le projet de la BCE qui est en test. Pas un petit test, hein, ils ont pris Amazon pour le commerce électronique. Non mais vous vous rendez compte, pour la souveraineté, là encore, là où on en est où? Amazon pour tester, il n'y a quasiment pas d'entreprise française. C'est voilà, que des consortiums parce que ça, c'est le prochain truc qu'ils veulent nous faire. Si vous voulez, cette histoire c'est contrôler l'épargne. Contrôler l'épargne. Bien sûr. Et accorder des prêts en fonction, c'est un peu comme les notes sociales, si vous voulez. En final, on va tous avoir un compte à la BCE. Vous voyez, c'est ça la nouveauté. Et on vous prêtera, tout va être régi pour contrôler. Et ce problème de vélocité, bon, si vous êtes intéressé aux monnaies complémentaires, vous êtes peut-être intéressé aussi aux monnaies fondantes. Bien sûr. Voilà. Elle n'est pas fondante. Dans la vie, elle n'est pas fondante. Si vous permettez, moi je voudrais revenir sur l'autre question qui a été posée. Il y a eu deux moments, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je veux y revenir parce que je crois que c'est fondamental. Il y a eu deux moments dans les 20 dernières années où la souveraineté du peuple a tenté de s'exprimer. 2005, le référendum, et il y a les Gilets jaunes. Bien. Les Gilets jaunes, moi je dis toujours, et je vais le redire ici, ils ne sont pas le peuple, mais ils ont fait réémerger l'idée de peuple. Et ça, on leur en sait gré. Parce que quelque part, cette idée-là était devenue soit confuse, soit réprimée. Donc elle a réémergé grâce à eux. Dans les deux cas, que ce soit 2005 ou les Gilets jaunes, la réponse du pouvoir, loin de chercher le dialogue, a été de réprimer. Dans le premier cas, en faisant passer le référendum quand même, dans le deuxième cas, à coups de bâton. C'est comme ça que ça s'est passé. On ne peut pas continuer éternellement avec un gouvernement qui prétend être démocratique et dont la seule activité est de réprimer son propre peuple quand il s'exprime. Ça, ce n'est pas possible. Ni politiquement, ni historiquement, ça n'a jamais existé. Jamais. Vous parliez tout à l'heure sur les Gilets jaunes, soit dit en passant, nous avons lancé, il y a pas longtemps, maintenant 6 mois, non, je crois. Oui, à peu près, oui. L'idée d'appel à des commissions d'enquête parlementaires sur les violences faites aux Gilets jaunes. Nous avons lancé cet appel. On a eu plusieurs centaines, à ma connaissance 400, de signatures, ce qui est pas mal dans ce genre de choses, vu le nombre d'appels qui courent. En revanche, je crois que nous avons besoin de réexpliquer que ce n'est pas uniquement un appel pour que, oui, il y a eu des violences, on voudrait que, non. C'est un appel à harceler vos élus, députés et sénateurs, pour qu'ils soutiennent cette idée à l'Assemblée et au Sénat, pour qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire. Parce que, alors on nous dira, c'est institutionnel, mais heureusement, ça oblige l'institution à prendre ce problème en charge. C'est très bien que ce soit institutionnel. Bon, on a eu un petit problème avec les députés France Insoumise qui ont essayé de récupérer le truc. Bon, ça s'est calmé, mais ce n'était pas la bonne réponse. Hein. Bon. Cela étant, si vous pouvez, par rapport à vos parlementaires, leur demander d'intervenir pour demander ces commissions d'enquête parlementaire, c'est-à-dire que ça devienne un problème institutionnel. Alors vous parliez de 1793. Bon.
Les baïonnettes, c'est en 89. Mais revenons à 89. Bon. C'est intéressant ce qui s'est passé, puisque c'est le lendemain du serment de jeu de pommes, hein, ou le surlendemain. Bon, enfin, c'est juste concomitant. Tout le monde se rappelle, évidemment, la citation de Mirabeau. Bon, moi j'y suis d'autant plus sensible qu'étant marseillais, Mirabeau, bon, c'est le coin, quoi. Il reste que la phrase la plus importante, c'est pas celle-là, à ce moment-là. Pas du tout. La phrase la plus importante, reprenons la chronologie de l'événement. Les députés tiers état et une partie du clergé, tiers état sauf un. Je dis toujours sauf un parce que ça prouve qu'on avait le droit de ne pas être d'accord. C'est important. Il y avait la liberté. Donc tout le tiers état sauf un, plus une partie, un tiers du clergé, demande une constitution. Le roi piche qu'une colère, leur dit ça suffit comme ça, vous allez vous réunir dans vos chambres respectives. La noblesse s'en va, la partie du clergé qui était au serment du jeu de pommes reste, bien entendu. Et le tiers-état, idem. Là-dessus arrive le fameux de Rebrésé qui dit qu'est-ce que vous foutez là? Vous avez entendu le roi vous donner l'ordre de vous disperser. À ce moment-là, il y a une phrase importante, c'est Bailly, qui était, disons potentiellement, le président de la future Assemblée nationale, ce qu'il a été dans un premier temps d'ailleurs, qui dit « Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. » C'est fondamental cette phrase. C'est pas uniquement « ne nous réprimez pas non, c'est la légitimité, c'est nous. C'est plus le roi. À ce moment-là, le fameux de Rebrésé va voir le roi. Il rapporte. Le roi a deux solutions à ce moment-là. Soit il fait donner l'armée, il en tue un certain nombre, soit il dit, bon, ben, au diable. Finalement, il dit, enfin, l'histoire dit qu'il a répondu, eh bien, foutre qu'il reste. La révolution est finie institutionnellement. La légitimité est passée du roi à la nation. Bon, alors en fait, ça a été beaucoup plus long que ça. D'abord parce que, honnêtement, Louis XVI ne savait pas très bien où il était. Il était mal à l'aise dans ses pompes et il était toujours des contradictions pas possibles. Et puis qu'il y avait quand même des forces qui jouaient dans tous les sens. Il n'empêche que sur le plan institutionnel, la question a été posée. Et cette question-là, qu'on le veuille ou pas, elle est en train de ressurgir aujourd'hui. Qui est légitime pour le pouvoir en démocratie? Qui est légitime? Ce n'est pas uniquement quelle politique on fait, c'est qui la décide et qui la met en œuvre. Quel est l'acteur? Et à ce moment-là, la question d'avoir des représentants et non pas seulement des élus qui en fait ne représentent plus. Hein, il y a un truc, excusez-moi, l'immodestie que j'ai appelé le théorème Bellon, je vais vous le donner, parce que j'adore les théorèmes comme mathématicien. Bon. Le théorème Bellon dit ceci, dans toute élection, il y a une chose systématique, il y a un élu. Alors vous allez me dire, c'est idiot, mais non, c'est pas idiot. Ça veut dire que la question n'est pas d'élire quelqu'un, c'est d'empêcher que les autres le soient. On ne vote plus pour quelqu'un, on élimine, c'est tout. Il n'y a qu'à voir la dernière. Au fond, on n'a pas élu Macron, c'est pas vrai. On a éliminé Marine Le Pen. Et on a éliminé au premier tour les autres. On n'a pas voté, c'est pas vrai. Donc la question de la légitimité est fondamentale, et le théorème Bellon devrait être enseigné dans les facs de sciences politiques. C'est fondamental. Bon. Alors le RIC, dernière chose, moi personnellement je suis tout à fait pour dire que c'est un élément fondamental qui correspond aux aspirations. Cela étant, il ne peut pas résumer l'ensemble des problèmes institutionnels. Il n'y a pas que ça. On ne va pas faire des référendums tous les 3 jours. Hein. Et j'ajouterais, et vous le savez certainement, madame, que Clara Heger, qui s'est présentée avec Objectif Fric, même soutenue par Chouard, qui était populaire, elle a eu 37 parrainages. Bon. Ah. Voilà. Donc ça montre à quel point... Revenons, si vous le voulez bien, à la dernière partie de ce que vient de dire André. Alors, oui ou non, au moment où on constate les désastres
incommensurable du capitalisme. Pour s'en sortir, c'est de redonner le pouvoir au peuple. Un, est-ce qu'on est d'accord? Deux, comment on réagit? Il ne faut pas se voiler la face, en tout cas c'est mon point de vue, demande l'immensité de la tâche, la complexité de la tâche. C'est l'objet de la réunion, à mon humble avis, c'est ça ce soir. D'accord. Moi, je voulais poser une question. Est-ce qu'actuellement, avec toute cette bataille sur la retraite à 60 ans, est-ce que le peuple n'est pas à nouveau en train de s'exprimer? Parce qu'il y a quand même 70% des Français qui sont hostiles et 90% des travailleurs qui sont hostiles. Donc, c'est par rapport à ce qui a été dit sur les Gilets jaunes, quoi. Est-ce que ce n'est pas une expression du peuple? On prend deux ou trois questions, et puis les... Marie. Alors moi, sur le constat, oui, j'y partage. Je crois qu'on ne peut pas dire autre chose quand on dit que le peuple est méprisé, que les élus ne sont pas légitimes, que les institutions posent un problème. Là, je suis complètement d'accord. Après, moi, je suis beaucoup moins optimiste sur la capacité des citoyens à s'engager dans une démarche comme ça. Et ma crainte, c'est que même si... Parce que là, on est dans de la pure théorie. Moi, personnellement, je n'arrive pas à voir les choses pratiquement. Parce que, bien sûr, on sait bien tout ça, mais comment on peut faire de la grande théorie, mais comment concrètement on fait? Et alors, il y a déjà cet aspect. Et ma crainte aussi, c'est que même si on arrive à enclencher une démarche, est-ce qu'on va embarquer tout le monde? Et est-ce qu'on risque pas, justement, avec les gens les plus engagés qui vont parce qu'il ne faut pas se cacher les choses, il y a des gens qui, effectivement, vont être convaincus par la légitimité du peuple et par la nécessité de s'engager, et il y a des gens qui vont rester à la traîne. Est-ce qu'on risque pas, de nouveau, de créer un clivage qui pourrait, quelque part, correspondre à ce qui existe déjà dans notre société? Donc moi, c'est toutes ces questions que je pense. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un vrai travail pour empêcher les gens de penser. Je crois qu'aujourd'hui, on y arrivait, quoi. Enfin, je veux dire, ils ont réussi leur coup. Quand on discute au quotidien avec les gens, on s'aperçoit quand même qu'il y a, au niveau de la pensée, un appauvrissement évident de la capacité de réflexion. Donc pour moi, c'est un handicap, ça aussi. Donc... oui, ma question c'est, on voit quand même la difficulté, parce que tu dis les gens aujourd'hui sur la question de la retraite, moi je sais pas, effectivement il y a un mouvement, mais est-ce qu'il y a vraiment une capacité des gens aujourd'hui à s'engager à 100%? Moi je dis que non. Je dis qu'on n'en est pas encore à la grève générale, on n'arrive pas à déclencher des processus de grève générale. Donc comment... Moi, ma question, c'est la boîte à outils, et est-ce qu'on n'est pas dans une démarche qui fera aussi un nouveau clivage? D'accord. Deux questions. On élit un président de séance, ça sert à quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez des deux observations d'Alain et de Marino? Et après, vous vous grefferez là-dessus. Parce que l'un dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui... Et Marie qui regarde la réalité, faire que s'exprime la citoyenneté, etc., c'est une tâche, je le répète, immense, complexe, pleine d'embûches sans doute. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout que je suis convaincu que dans la tête des gens, il n'y a pas que la retraite. Il y a le pouvoir d'achat, il y a l'emploi, il y a tout ça. Hein. Ça, c'est Alain qui dit ce qu'il pense d'Alain. Ouais. Oui, J'irai sur sa question. Bah, oui, Allez. Le problème aussi, c'est ce que dit Marinon, c'est-à-dire que il nous faut le nombre qui soit déterminé, parce que, comme on l'a vu, la violence, elle sera, on l'a vu sur les Gilets jaunes particulièrement, la violence physique, elle existera s'il n'y a pas suffisamment de nombre. C'est ça. Donc c'est peut-être ça aussi qui retient les gens en disant la peur, quoi. En fait, en face, ils vont nous taper dessus. Nous, on n'est pas prêts de se faire taper dessus, quoi. S'il vous plaît, on reste un peu là-dessus. Voilà. Vas-y, François. C'est pas facile parce que on est arrivé, pour répondre à la question de Pierre, il me semble que je cause fort, non? Ça va passer? Si tu peux Parle plus fort. Encore un peu. Lève-toi même. Non, je disais,
c'est pas facile d'être concret. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que vient de dire, je suis carrément d'accord avec ce que vient de dire Mareno, mais à partir de là, comment on fait du concret? Moi, c'est ça ma grande préoccupation. Parce que Alain a raison dans le sens qu'il y a une majorité du peuple qui est favorable, si on prend l'exemple de la retraite, qui est favorable, encore une fois, contre en réalité. Pas forcément pour quelque chose de positif. Si on s'amuse à creuser un peu avec les gens, je vous garantis que ce n'est pas aussi simple que vous le croyez dans cette salle. Enfin, vous le savez, je pense. Hein. Bon, donc comment transformer ça en positif? Moi, je crois que c'est ça la grande préoccupation. Parce qu'on est dans une société qui est complètement fracturée, mais vraiment, dans tous les sens, et individualisée. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez, c'est intéressant les sondages d'opinion quand même. En général, oui, je suis désolé, mais c'est quand même un peu scientifique. Bon, il y a 65% des Français interrogés depuis des années qui trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on parle du peuple, hein? Le peuple, c'est ça aussi. Bon. Donc c'est pour ça que je dis que c'est très fracturé, très compliqué et très difficile d'être positif. Alors, je ne sais pas comment rebondir justement pour répondre à la question de Pierre. Pour être positif, il faudrait faire de l'émancipation citoyenne à la base, réinventer les partis politiques. Tu as dit, excuse-moi, vous avez dit que vous étiez de Marseille. Moi, j'ai été sidéré, même si je ne connais pas très bien ce qui s'est passé dans le détail, mais ça serait intéressant à creuser, du printemps marseillais. Moi, je trouve ça extraordinaire, vu de loin, puisque je n'ai pas vécu. Il y a des gens qui se sont pris en main à partir de ce qui s'est passé dans la rue d'Aubagne, et on finit par se rassembler pour constituer une liste et l'emporter à Marseille. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Je ne dis pas que c'est un exemple extraordinaire, mais moi, ça me paraît intéressant. Mais ça a demandé 1 an et demi environ avant l'élection municipale de travail en profondeur. Le citoyen à gauche, dont j'ai perdu le nom, a parlé de municipalisme. Oui. Moi, je trouve que c'est très intéressant aussi, ça, parce que c'est à la base. Alors, j'ai parlé de l'exemple du printemps marseillais. On pourrait parler de ce que moi, j'ai pas mal étudié quand j'étais un peu plus jeune, et encore aujourd'hui d'ailleurs, ce qu'on appelle le concept de socialisme municipal, c'est-à-dire mettre en pratique les valeurs socialistes profondes dans des trucs très concrets qui intéressent les gens. Par exemple, qui on veut défendre? Des questions basiques. En politique, pour moi, c'est fondamental, qui on veut. Je suis peut-être trop long, Pierre. Non, sûrement arrête pas. Si tu veux, hein, pas de problème. Non, non. Simplement, j'essaye d'apporter du truc positif, mais c'est pas facile. Parce qu'il y a une telle, je l'ai dit, une fracturation, je ne sais pas si je l'ai dit, aussi une très forte dépolitisation. C'est-à-dire, le peuple, bon, c'est bien gentil de parler du peuple, hein, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il pense, le peuple, hein? Franchement, on l'a lessivé les cerveaux. Quand je vois les gens avec leur portable sans arrêt, toutes ces conneries, là, de réseaux sociaux et tout le bordel, enfin, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est tout le contraire de ce qui ressort de cette salle. Moi, il me semble, hein. C'est l'individualisme à outrance. Ça peut aller grave puisque les gens mettent des pseudos, moi j'y suis pas dans ces trucs-là. Et puis ils peuvent dénoncer des gens, enfin bref. Bon, donc des fois c'est un peu décevant le peuple. Mais par contre, repenser les partis politiques ou les associations politiques à la base, je ne sais pas comment il faut faire, mais c'est ça qu'il faudrait faire. Et peut-être à partir des municipales. Par exemple, hein, mais il y a peut-être d'autres idées, je ne sais pas, parce que quand même, Alain Passat a dit 90% des salariés dans les sondages, tu vois, quand les sondages sont à notre faveur, on en parle, bah oui, je suis désolé, j'essaie de le mettre un peu en contradiction aussi par rapport à ce qu'a dit André Bellon, qui faisait la moue quand j'ai parlé des sondages, mais ça nous arrange quand même. Mais en réalité, c'est parce que je suis administrateur de l'INSEE que les sondages, je sais en gros comment ça se fait. Moi, j'y crois, personnellement, quand c'est fait scientifiquement. Bon, il y a 2 millions de personnes qui sont tombées dans la rue, quand il y a 90% des salariés qui sont favorables. Donc il en manque quand même un peu. Or, quand on veut engager une bataille politique et qu'on sait que c'est un rapport de force in fine qui l'emporte, je vous garantis que s'il y avait 4-5 millions de personnes dans la rue, ça serait un peu différent. Parce que à la fin, c'est les députés qui vont voter.
Et ceux qui sont dans les circonscriptions, y compris Renaissance, c'est-à-dire le parti de Macron, sont ébranlés aussi par ça. Donc s'il y avait un fort mouvement à la base qui pouvait ébranler ça, ça serait un point d'appui extraordinaire. Et moi, je suis très étonné de voir que, en général, ça se délite, et c'est un peu ce que je ressens. Je ne veux pas être négatif, mais voilà, à un moment donné, il faut... Par contre, mettons le paquet sur le 7 mars. Ça, oui, parce qu'on a un peu de temps. Je vais donner la parole aux deux intervenants, mais avant, je formule un souhait. Vous donnez, messieurs, votre sentiment, et on reprend sur cette discussion. J'ai la faiblesse de penser qu'on est au cœur du problème, sans esquiver les difficultés qu'il y a. D'accord. Alors, d'abord, excusez-moi de parler de moi, mais ça m'arrive quand même. J'ai résumé il y a déjà, en 2004, ce qui va se passer dans un article du Monde diplomatique, bonapartisme ou constituante. Et ce sera l'un ou l'autre. C'est inévitable. C'est autoritarisme ou démocratie. Ah ouais. Si on n'a pas la démocratie, on aura le régime autoritaire. Bon, et on y court d'ailleurs. Alors, disons que la différence avec Bonaparte, c'est que l'autoritarisme viendra de Bruxelles et pas directement de Paris. Mais à part ça, ça ressemble quelque peu. Bon. Deuxièmement, moi, je suis... Comment dirais-je ? Je suis un peu embêté par rapport à ce genre de discussion, dans la mesure où je l'ai déjà eu plusieurs fois et où je comprends parfaitement tout ce qui a été dit. Et donc, si j'essaie de faire le contrepoint, c'est par principe. Parce qu'il faut toujours quelqu'un qui fasse le contrepoint. Il y a dans ce que vous dites, je pense que c'est vrai. Mais quelque part, vous vous rendez bien compte que si ce que vous dites est vrai, c'est foutu, il vaut mieux aller jouer à la pétanque. J'y pense, d'ailleurs. Bon, alors, il vaudrait mieux ne pas partir battu. Et se dire, non, on peut le faire. Alors, vous citez l'exemple du printemps marseillais, honnêtement, c'est... Enfin, puisque vous l'avez cité, à mon sens, c'est pas le meilleur. Parce que le printemps marseillais, c'est la conséquence d'une gestion désastreuse de Gaudin, qui a fait un mandat de trop. Et là-dessus, s'est constitué une liste, effectivement, ce qui n'était pas évident, mais sur une base, à savoir, nous aurons une tête de liste qui n'a rien à voir avec les partis, promis, juré, une écologiste de choc, bon, pour éviter les partis. Moyennant quoi, l'écologiste en question, 6 mois après, dit finalement, ça m'ennuie, je démissionne et je passe la place au premier adjoint, qui est PS. C'est pas vraiment un contrat, ça, hein. D'autant qu'elle n'a plus le temps, elle ne peut pas, mais elle devient première adjointe. Bon, on comprenne qui pourra. Bon, c'est quand même très politicien encore. Je ne suis pas sûr que ça serve d'exemple. C'est bien, ne serait-ce que parce que ça a liquidé une équipe qui, honnêtement, demandait qu'à être liquidée, mais je ne pense pas qu'on puisse en faire un exemple. Cela étant, la vraie question, c'est pour ça que je partais sur l'idée, pourquoi êtes-vous déjà dans la défaite ? Mais, par rapport à ce que j'ai dit, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est l'idéal, je dis rien. Hein, je dis simplement, qu'est-ce que vous avez fait par exemple par rapport aux questions que j'évoquais ? Est-ce qu'il y en a un qui a pensé à contacter les parlementaires sur la commission d'enquête parlementaire pour les Gilets jaunes, un ou une? Est-ce que vous allez le faire? Ça fait partie des choses. Ça, c'est un projet simple. On écrit 1 fois, 2 fois, 1000 fois au député. On lui dit, quand est-ce que vous allez vous manier pour qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire? Et on fait pareil avec le sénateur. Et on en parle aux gens du département d'à côté pour qu'ils le fassent aussi, ainsi de suite. Non. Jusqu'à présent, on a signé. C'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'il y a une mobilisation. Mais il faut faire plus. Il faut être acteur. Acteur. Il faut se bouger. Et on a pris le drame de la période actuelle. C'est que dans le cadre d'institutions qui reposent essentiellement sur un pouvoir personnel, solitaire, la démobilisation est la conséquence naturelle. On transfère. On a son gourou,
c'est pratique, à la fois parce qu'il fait à votre place et parce que quand il faut taper sur quelqu'un, on sait sur qui. Voilà. Ça, c'est l'avantage et donc l'inconvénient du système. Alors, moi, pour la petite histoire, j'en termine là pour l'instant, hein. J'ai eu le malheur d'être très fort en maths et donc de faire... Mais j'aurais voulu être historien. Et je suis resté historien amateur, disons correct. Voilà. L'histoire de France a souvent marqué ce genre de situation, où tout est perdu, il n'y a plus rien qui marche, tout s'est écroulé, et il se passe quelque chose. Il y a ce phénomène, contrairement à ce qu'on nous a enseigné pendant la guerre de 100 ans. Les premiers rejets de l'occupation, ce sont des mouvements populaires. Jeanne d'Arc, c'est après. Il y a la résistance. D'accord, tous les Français n'ont pas été résistants. Mais n'empêche, c'est pas pour autant qu'on va ignorer ceux qui l'ont été. Ça a existé, ça a eu une importance, ça a donné un exemple. Bon. Donc, le fait d'être minoritaire n'est pas en soi un drame. Le problème, c'est de savoir si ça entraîne. Ça, toute la question est là. Et si ça prépare l'avenir, toute la question est là. Mais c'est pas uniquement on est peu, on est peu. Ben oui, ben on est peu. Ben, il vaut mieux être peu que pas du tout. Bon. Donc, moi, ce qui me frappe, c'est la nécessité de lutter contre le fatalisme, pessimisme ambiant. Si on a perdu d'avance, je dis la solution, c'est la pétanque. C'est très bon pour ça. C'est pacifique, c'est tranquille, tout le monde peut y jouer, n'importe quand, n'importe où. Voilà. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la panacée. Pour le reste, je crois qu'il faut partir à l'envers. Nous pouvons redynamiser, nous pouvons relancer, nous pouvons mobiliser. Et effectivement, comme le dit Jean-Pierre, c'est à partir. C'est d'ailleurs pour ça que notre association, Association pour une constituante, elle a, parce que c'est l'obligation statutaire, c'est la loi, elle a un bureau et elle a un président. Mais le président, c'est purement un porte-parole, et le bureau, il est là pour l'administratif, le pouvoir, façon de parler. Ce sont les cercles locaux. Sous réserve de respecter nos statuts, ils font ce qu'ils veulent. Donc l'idée, c'est bien que ça part du niveau municipal, des communes. Ou quand la commune est trop grosse, mettons Marseille, par quartier. Bon. Mais c'est là qu'il y a une possibilité de rassembler les citoyens et de justement lutter contre ce discours qui honnêtement ne vient pas du ciel. Il est alimenté par les médias dominants et par le pouvoir. Les citoyens ne veulent rien faire, c'est des grosses feignasses, c'est des moulégasses, c'est tout ce qu'on veut, mais ça ne sert à rien. Non. Quand ils ont eu la possibilité, 2005 et les Gilets jaunes, ils ont dit, ils ont fait. Et c'est la répression, c'est de l'autre côté. Donc c'est faisable. Simplement, il faut s'enlever de la tête l'idée qu'on n'y peut rien. Peut-être pourrais-tu enchaîner pour Marino sur la question des outils, de la boîte à outils qui a été aussi soulevée par, et parler des cahiers d'exigence, par exemple. On n'a Parce pas que nous, parlé de ça. On a des outils. Alors, Macron, dans sa grande sagesse, a eu quand même, il n'est pas complètement idiot. Il n'est pas complètement intelligent, mais il n'est pas complètement idiot. Quand il y a eu les Gilets jaunes, il a compris qu'il y avait un problème, ou on lui a fait comprendre, enfin peu importe, et il a lancé l'idée de ce qu'il a appelé le grand débat. Bon. Le grand débat, c'était pour l'essentiel un débat entre lui et lui, si j'ai bien compris ce qui s'est passé. Il a beaucoup parlé avec lui-même. Ça prouvait ses difficultés relationnelles. Et puis par ailleurs, il a lancé l'idée des cahiers de doléances dans les communes. Nous disons exigence parce que doléance, c'est un peu vieillot comme mot, le dol, excusez-moi mon maître de vous demander pardon. Donc on a remplacé le mot. Enfin, je reprends celui qui a utilisé Macron, cahier de doléances. Il y a quand même eu, au-delà des Gilets jaunes, un mouvement réel dans des tas de communes
avec des tas de citoyens qui ont déposé des tas de doléances. Ces doléances, on n'en a jamais rien fait. Alors, moi, je parlais de Doyer tout à l'heure. On avait fait ces cahiers de doléances avant que Macron reprenne l'idée. Encore mieux, Ah encore ouais. mieux. Mais pour l'essentiel, ça a été un peu lié à cet événement. Et ça, c'est pas d'être les premiers, c'est pas mauvais. Hein. Donc, il reste que il existe une association avec laquelle nous avons noué des contacts récemment, il y a 3 semaines, qui s'appelle Rendez les doléances, qui s'est débrouillé pour les récupérer, pour les traiter, pour leur donner sens, pour le publier. Bon, ça, c'est des gens qui y croient, ils ont envie de faire. Juste une question. Ouais. Cette démarche-là, Rendez les doléances, est à l'initiative de citoyens. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, c'est pas du tout. C'est pour ça que le problème fondamental pour les citoyens, et je conçois qu'il n'est pas simple, et je conçois parfaitement que pour quelqu'un comme moi qui a été élu, ou pour toi, qui a été élu, c'est vu d'une manière un peu différente, parce qu'on connaît la règle du jeu, parce qu'on connaît les arcanes, parce que quelque part on veut s'en moquer d'une certaine façon. C'est une sorte de catharsis personnelle. Mais il reste que c'est faisable. Le problème, c'est d'y croire. Et il faut qu'il y ait cette révolution dans la pensée. Nous sommes les souverains. Et pas nous réclamons, oui, on réclame bien entendu. Hein, les manifs contre la retraite, c'est légitime. Mais ce n'est pas uniquement on est contre. C'est on est pour et nous sommes les souverains. Et nous l'affirmons. En faisant des propositions. En participant, y compris sur le plan institutionnel. Le RIC, c'est une proposition. Et c'est bien qu'elle ait émergé. Même si, à mon avis, elle ne résume pas toutes les questions, bien entendu. Mais c'était bien qu'elle émerge. Parce qu'elle posait le problème de la souveraineté, de la manière de l'exprimer. Bon. Et elle le pose encore, évidemment. Donc, il faut que chacun se dise, même si je suis seul, un peu à la Victor Hugo, s'il n'en reste qu'un, etc., etc. Bon. Chacun peut apporter quelque chose. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas et qu'on pense que les autres n'y croient pas, donc du coup, on ne fait pas. Vous m'autorisez à renchérir un instant. J'ai fait un écrit il n'y a pas très longtemps, en dehors de l'atelier, où j'ai essayé de montrer combien il y avait de milliers de citoyens en France qui non seulement se posaient la question de la boîte à outils, mais la mettaient en œuvre. Je résume, les 10% de production intérieure brute et les 12% de salariés qui relèvent de l'écologie. Je vous ai pris le CHU à Paris, le centre d'urgence pour héberger les gens, etc. Vous savez, un certain nombre au plan national, Gérard nous en a souvent parlé, monte l'idée, Bernard Friot, d'autres, sécurité sociale alimentaire. Vous vous rendez compte, appliquer ce qui en 1945 a été fait avec la sécurité sociale à l'alimentation. Et voilà, excusez-moi, une belle incantation, etc. Personne n'a regardé la télé hier au soir ou avant-hier? À Lyon, des gens se sont regroupés et font vivre la sécurité sociale alimentaire. Ils se sont rassemblés et ils ont mis au pot comme une forme de cotisation sociale. C'est pas tout à fait ça. Oui, Ça en est un peu loin. l'idée est la même. Un peu une idée marxiste, ils ont mis chacun leurs moyens pour satisfaire les besoins. Une femme expliquait, j'ai pu mettre 100 €, une autre a dit, j'ai pas. Ces gens se sont groupés comme ça. Et avec ça, ils ont recréé un pouvoir d'achat, pas égalitaire, mais qui rend la vie possible. Je viens à l'observation d'Alain. Et j'écoute François qui dit, mais s'il y avait 4-5 millions, etc. Pour moi, je vais vous choquer, mais tant pis, ça ne changerait pas grand-chose. Pourquoi? Nous sommes dans un mouvement, vous exprimerez tout à fait votre désaccord, quasi totalement défensif. C'est-à-dire qu'on ne veut pas des 64. Attention, ne pas vouloir des 64 nous ramène à la situation d'aujourd'hui, retraite à 62. Mais l'idée pointe, ça se voit dans les panneaux, dans les discussions, retour à 60, ce qui est déjà un indice.
imaginons, pour faire vivre la citoyenneté, si une des organisations syndicales, si un des partis politiques progressistes, mais tout simplement une initiative citoyenne d'une union locale, syndicale, de citoyens, si pendant ce mouvement, une poignée dans les entreprises, une poignée ailleurs, dans les services, etc., se réunissaient mais en disant « Mais même le retour à 62, même le retour à 60 ne fait pas changer la dimension fondamentale du cauchemar qui est le nôtre, à savoir l'accaparement des richesses du pays. » Donc, si dans ce mouvement social de défensive irremplaçable, qu'il faut faire vivre, j'en suis absolument d'accord, si il y avait un début, un mouvement de citoyens qui s'interrogent, si on le permettait, si on le créait, c'est complexe, c'est bien de parler de boîte à outils, ça ne vient pas spontanément, mais qui pose la question de dire, mais c'est tout autre chose qu'on veut. On veut de ce qu'ont fait les militants communistes et cégétistes, socialistes, chrétiens, d'autres, à la libération, en créant la retraite. Nous voulons partir de là, non pas pour revenir à l'identique, nous voulons une retraite digne de notre temps, qui n'en soit plus une, qui soit une fonction continue de l'activité humaine sur Terre. C'est pas sûr qu'on n'arriverait pas à 3 à 4 millions de manifestants, parce que ça prendrait une toute autre allure. Donc je crois que je réaffirme l'idée que c'est dur de faire ce qu'on fait. Moi j'aime bien l'idée de la pétanque, si moi aussi, on ne fait rien, etc. Mais si on ne fait rien, les autres, ils ne feront pas rien. Parce que sur quelle pente on est parti? C'est grave. Donc même si la tâche est immense, même si ça ressemble à la petite cuillère face au monticule de terre, mais il faut l'entreprendre, on n'a plus le choix. La forme politique et la forme revendicative, simplement pour défendre les acquis, elle n'apporte plus. Elle apporte, mais ça ne débouche pas sur l'avenir. Faut donc creuser autre chose. Je plaide, il faut l'essayer, ce que les deux intervenants nous ont expliqué, il faut se battre pour le mettre en œuvre. Allez, on repart, vas-y. Alors, 1, 2, 3. Je veux bien parler, mais je ne veux pas continuer. Ah bon? Ça me repose. Oui, vous avez posé la question, quelle est l'envie du peuple? Et à un moment, on a parlé de termes péjoratifs. Pour moi, ce n'est pas un terme péjoratif, le peuple. On n'entend pas, excusez-moi. Plus fort. Plus fort. Bon, je pensais parler assez fort habituellement. Oui, vous avez posé la question de quelle est l'envie du peuple. Le peuple, pour moi, ce n'est pas un terme péjoratif, c'est un terme très acceptable, ça représente la richesse d'une société, etc. Vous avez évoqué également le capitalisme. Il existe un capitalisme sauvage qui est très dangereux, effectivement, mais je pense que les problèmes de la société, c'est plutôt des problèmes de productivisme à outrance. C'est plutôt des problèmes de consumérisme à outrance qui concernent l'ensemble de la population. Et je reviens à l'envie du peuple. Quelle est l'envie du peuple actuellement? Quelle est l'envie? Alors, c'est peut-être pas le cas ici, mais quelle est l'envie du peuple en général? C'est de consommer, c'est d'acheter des produits constamment. Il y a même des gens qui achètent des produits, qui les mettent dans leur placard et qui s'en servent jamais. Et c'est une addiction, la consommation en France. Et des addictions, il y en a des tas. Moi, j'ai noté la drogue, j'ai noté la pornographie. 40% des enfants qui sont en collège, au lycée, pratiquent la drogue et voient des films pornographiques tous les jours. Il faut arrêter avec ça. Il y a également le fanatisme, qui est également une forme de consommation. Des gens qui admirent des chanteurs, etc. Ou par exemple, j'ai vu un exemple de fanatisme qui est surprenant récemment, qu'on peut relier à la consommation. C'est, comment il s'appelle, Harry Potter. Vous avez des fans d'Harry Potter. Il y a des gens qui font des collections d'armes pour Harry Potter. Il y a des gens qui vont se faire filmer avec le père. Excusez-moi. Qui représente le père d'Harry Potter. L'acteur, oui. Oui, l'acteur. Ils vont se faire filmer. Ils payent 30 € pour avoir une photo à côté de lui. Ils payent 35 € pour avoir
on appelle ça Un autographe. un autographe, merci. Bon, je veux dire que tout ça, ça correspond à une demande de la population. Actuellement, la population ne s'intéresse pas aux besoins fondamentaux, il s'intéresse à des besoins artificiels, de plus en plus artificiels, qui conduisent à une anomalie. Ils n'ont pas envie de... Il y a des sujets qu'on a abordés tout à l'heure, ça ne les intéresse pas, ce qu'on vient de dire, la représentation, etc. Donc chez les 50% de personnes qui ne votent pas, il y a aussi tous ces gens-là qui se foutent des autres. Et leur seul but, c'est d'avoir, satisfaire leurs désirs immédiats, de jouir de la vie en permanence, et même à outrance. Quand on voit l'affaire de Palmade, là, c'est bien ça. C'est la drogue, la pédopornographie, etc. Bon, je veux dire que... Bon, je ne veux pas aller plus loin, mais... Alors là-dessus, je peux vous répondre parce que... Alors, j'ai peut-être pas fini, quand même, juste un petit mot supplémentaire. Moi, je crois que le problème essentiel de la société qui déborde tous les problèmes qu'on vient d'aborder tout de suite, c'est l'énergie. L'énergie va se faire rare, va devenir de plus en plus chère. Les gens qui payent actuellement 3 000 € de chauffage, dans quelques années en paieront 9 000. S'ils gagnent 12 000, je ne vois pas comment ils arriveront à vivre. Donc il est certain, pour moi, que le niveau de vie de la du peuple, de la société en général, va chuter. Donc il faut qu'on trouve qu'on réfléchisse à ce niveau-là et qu'on fasse que ces besoins artificiels qui viennent essentiellement de la consommation, on les remplace par des besoins fondamentaux de l'homme. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une réflexion à avoir à ce niveau-là, qui permettra d'ailleurs de remplacer les besoins de l'homme qui nécessitent de l'argent par des plaisirs, mais des vrais plaisirs, la culture, etc. Bon, voilà. Daniel. Oui. Est-ce qu'on peut être vraiment citoyen et jouer à la pétanque? Moi, je vous rassure, oui. D'abord parce que je suis joueur de pétanque et il me semble être citoyen à part entière. Mais vous avez eu une phrase en disant « Qu'avez-vous fait ?» Et là, on prend ça pleine gueule. On dit « Qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi ?» Ben, j'ai défendu mon emploi. Je suis syndicaliste. J'ai défendu toutes les causes sociales. Et puis, qu'est-ce qui me manque encore pour être pleinement citoyen? Et c'est là qu'on voudrait un mode d'emploi. Parce qu'on voit bien ce qui se dit, mais comment procéder? Alors, est-ce que c'est la méthode Doyer? Est-ce que c'est une autre méthode? Mais à la limite, j'exagère un peu, mais moi, à la limite, j'ai fait mon boulot. J'ai essayé, dans le milieu associatif et syndicalement, de convaincre des gens pour qu'ils viennent m'aider. On cherche un idéal quand même, et l'idéal, c'est ce que vous avez décrit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, arriver à combattre ce qui nous pourrit la vie. Et donc, je ne vois pas tellement comment on pourrait faire, même si on est quelques-uns, on pourrait peut-être se rassembler, mais il manque quand même un mode d'emploi. Et surtout, c'est que ceux qui combattent avec moi et avec d'autres, je ne sais pas s'ils ont le même questionnement. Est-ce qu'ils vont plus loin? C'est-à-dire que quand on est syndiqué, on sait pourquoi on est syndiqué. Quand on se lance peut-être une petite expérience politique locale, on sait le pourquoi. Tout ça, ça échoue. En fin de compte, le mouvement actuel, à cause des retraites, les retraites étant, pour moi, l'élément déclencheur. Mais il y a tout le reste. Si dans les villes moyennes, il y a ce monde qui était tout à fait inattendu, c'est parce qu'il y a autre chose. Il y a cet aménagement du territoire qui fout le camp. Il n'y a plus de toubib, il n'y a plus d'ophtalmo, il n'y a plus d'épicier, il n'y a plus de boulanger, il n'y a plus enfin bref, il n'y a plus rien. Et c'est ça, c'est ce cri d'alarme que lancent les gens dans nos zones à faible densité démographique, qui disent mais comment on va faire pour essayer? Et là, vous nous demandez tout d'un coup, et c'est logique, c'est légitime, mais vous nous demandez tout d'un coup de passer la vitesse supérieure en essayant de créer quelque chose qui n'existe pas et qui va... Comprenez bien qu'on soit un peu désorienté et dire mais attendez, il faut nous donner donnez-nous la recette, parce que là on ne sait pas faire cette cuisine là.
On va la trouver, non, Madame, Alors, et après c'est vous, messieurs. 1997, une association arrive à Montluçon qui s'appelle le CEL, Système d'échange local. Et une fois par an, il y a un rassemblement national. Et là, j'ai découvert, mais vraiment, vraiment, plein de choses. Notamment, plus d'égalité, parce qu'on ne va pas dire qu'on est vraiment tous égaux. Il y a trop de différences entre les salaires, trop de différences dans les retraites, entre les régimes spéciaux, il y en a une vingtaine, entre les fonctionnaires qui ont des régimes très très particuliers, entre les députés, les sénateurs, les ministres qui ont des très très belles retraites, des gros avantages quand ils sont en retraite. On n'est pas du tout égaux. Et puis, on nous a donné une solution, parce qu'il en faut détruire, mais il faut aussi reconstruire. Eh bien, c'est très simple. Le revenu de base, de la naissance à la mort, un revenu décent qui nous permet de se loger, de se nourrir, de se divertir, et dans quelque emploi que l'on soit. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un contrat de travail qu'on est forcément efficace dans la société. On peut s'occuper d'associations, et Dieu sait si ceux qui sont dans les associations font un travail, mais formidable et essentiel. Dans la mesure où je sais que chaque mois, je vais avoir mon revenu qui tombe. C'est pas grave de ne pas être salarié et de ne pas être un jour retraité, puisque ça va tomber de la naissance à la mort. Et puis, arrêtons ces échelles de salaire indécentes. L'échelle ici est proposée de 1 à 5. Mais pas les footballeurs ou une échelle, mais c'est indécent. Voilà pourquoi moi j'ai envie de me battre. Mais je n'ai pas envie d'être dans la rue aujourd'hui pour les retraites, en ne touchant pas aux retraites dont je viens de vous parler. C'est un non-sens. Il faut faire des efforts, mais tous. Moi, je suis quelque part pour tout renverser. Hein. Oui. Et tout refaire à zéro. Moi, ça fait quand même 20 ans que je sais ces choses-là. 20 ans. Mais il n'y a rien qui se passe. Les politiques n'en parlent jamais. Vous allez me dire, moi je suis une battante et je me bouge beaucoup. Je me suis battue par rapport au compteur Linky. J'étais dans la rue par rapport au pass anti-pass sanitaire, merci. En ce moment, j'habite à Saint-Angèle, on veut nous mettre des éoliennes. Je monte au créneau, je veux comprendre les avantages, les inconvénients. J'ai réussi à obtenir, parce que voilà, dans la commune, il ne faut pas en parler. Ça se décide entre les élus et le peuple, non, il ne faut surtout rien lui demander. Donc je suis montée au créneau. Et j'ai eu aujourd'hui un entretien avec un élu du conseil municipal et quelqu'un qui pilote le comité d'études des éoliennes. Et ils ne veulent pas de réunion avec les habitants. Pourquoi? Pourquoi? Moi je pense que c'est notre rôle à nous de leur dire si nous voulons une réunion. Pourquoi ils ne la font pas, vous allez me dire? Vous devez deviner pourquoi. Eh bien c'est parce que ceux qui sont contre vont venir en masse et foutre la baraque en l'air. Et alors, je peux vous dire que j'ai appris aujourd'hui, il y a de l'argent, mais considérable, que la commune, les communautés de communes vont obtenir. Les propriétaires de terrain, le fermier qui va exploiter le terrain, c'est dément. Alors évidemment, il ne faut pas que ça se sache. Ben moi, je balance et j'agis. Merci. Et j'ai toujours fait ça toute ma vie, mener des combats dans l'ombre que... Et puis, ben, voilà, je suis faite comme ça. Au choix. Je voulais juste répondre à monsieur sur le... C'était très intéressant ce que vos propos. Moi déjà j'en parle, ça fait très longtemps qu'un de mes thèmes sur lesquels je travaille, j'en parlais déjà dans Crise et Mutation, qui est sorti il y a 12 ans, c'est le consommateur zombie, ce que j'appelle le consommateur zombie. Dès les années 70, le capitalisme avait compris qu'il y avait beaucoup plus d'argent à gagner de la propension des gens à acheter n'importe quoi qu'à les faire travailler plus. C'est de là que ça vient les 35 heures, c'est de là que ça vient la diminution. Et c'est comme ça qu'on nous a vendu même un pacte faustien qui est, c'est pas grave, ce que vous allez perdre en tant que producteur dans les délocalisations, vous allez gagner en tant que consommateur. Voilà, on est dans des démocraties de marché. L'acte d'achat est plus important que le droit de vote. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors après, ça c'est l'autre point de ce que vous avez dit, une dézombification
du consommateur, mais c'est comme une déradicalisation. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là, c'est la mutation sur laquelle on est qui va provoquer ça, parce que le consommateur zombie, il ne veut pas... Je fais une aparté, mais c'est pour ça que j'en parle dans le bouquin, mais pourquoi, Romero, les films de zombies et tout ça, moi je vois ça comme du Ken Loach. Il avait compris que pourquoi il y a les films de zombies, ça finit toujours dans les centres commerciaux. Parce que dans les bribes de leur cerveau mort, ils reproduisent les gestes qui font le plus de leur vivant. Aller acheter des trucs, là. On confond la vie avec une accumulation de gadgets. Vous voyez, c'est un peu le... Alors, c'est la mutation, pas seulement l'énergie. Parce que là, on va devoir entrer dans l'austérité, puisqu'il n'y a plus de solution économique autre que augmenter la productivité pour avoir de la croissance, et pour augmenter la productivité, il faut augmenter le taux d'emploi. C'est-à-dire qu'il faut que les gens travaillent plus longtemps, il faut faire bosser aussi un peu les gens au RSA, bientôt le travail obligatoire des taulards, je pense, sera mis aussi dans la discussion. La seule stratégie, l'unique stratégie pour éviter la récession, c'est le taux d'emploi. Sinon, on va passer dans un système d'austérité, comme nos amis grecs bien avant nous, les amis italiens, parce que si on ne fait pas ces réformes-là, les réformes dites structurelles pour Bruxelles, parce que tout vient de là, eh ben, on n'aura plus accès à la planche à billets. Vous vous rendez compte quand même que pendant la période Covid, pendant 2 ans, l'économie mondiale n'a plus été financée par le profit privé, mais uniquement par la planche. Eh oui, en période de crise, même les billets font la planche, c'est comme ça. Donc, voilà, donc tout ça maintenant, le quantitative easing, les taux négatifs, comme je dis toujours, moi, taux négatif à l'apéritif, déclaration de guerre pour le dessert. Eh ben voilà, là ça s'est produit, sauf que c'est une guerre sans guerre qu'on nous force à faire pour financer cette transition, pour faire financer les transitions par le peuple. Donc effectivement, on va tous souffrir. Là, ce qui nous attend là, avec les conditions économiques, pour simplement survivre dans les décombres, le consommateur, bah oui, le consommateur zombie va devoir muter. Il ne veut pas muter, il ne veut pas du tout. Hein. Ça, alors avec tout, il y a plein de choses dans ce que vous avez dit, effectivement. Bon, le gonflage à l'hyperpornographie, les désastres même que ça occasionne avec les changements de comportement sexuel chez les jeunes, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Hein. Les jeunes filles attendent le prince charmant, puis elles voient débarquer Rocco Siffredi. C'est un peu ça. Hein. Les mecs qui prennent du Viagra à 16 ans pour être sûr d'assurer ou des trucs comme ça. Hein. Donc, non, mais c'est la vérité. Tout ça, c'est des problèmes évidemment sociétaux, auquel vient se rajouter un phénomène que j'appelle le burn-out sociétal, moi. Parce qu'avec toutes les... Vous voyez, la vitesse des infos propagées par les médias, par les réseaux sociaux, etc., on n'a même plus le temps, etc., et avec la période Covid, maintenant la guerre, avant l'inflation, et ça provoque une espèce de burn-out. Moi, je croise énormément de gens qui sont complètement burn-outés, et qui sont d'ailleurs incapables maintenant de faire la distinction entre le vrai et le faux. Aujourd'hui, c'est un peu comme dans le film Matrix, il y a la pilule bleue ou la pilule rouge. Il y a ceux qui prennent la pilule bleue croient encore la narration officielle, et qu'il y a 50% de la population qui ne croit plus du tout la narration officielle. Les violences dans les mouvements des Gilets jaunes, ils les ont vus, on leur a dit qu'il n'y en avait pas. Le Covid, on leur a dit qu'il y a des masques, il n'y avait plus de masques. Moi, je connais plein de gens qui me disent... Ça y est, et une fois qu'on bascule de l'autre côté, qu'on ne croit plus la narration officielle, on ne peut plus revenir en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est dans un formidable accélérateur en ce moment. Voilà, quand on est impacté, voilà, comme on dit, la récession, c'est quand ton voisin perd son boulot, la dépression, c'est quand tu perds le tien. Voilà, donc, de gré ou de force, il n'y a pas de stratégie que faire muter le consommateur. En 2008, quand il y a eu la crise des subprimes, tout le monde a cherché qu'est-ce qu'on va faire pour relancer le truc, puisque là, c'était vraiment la fin. On va faire la bulle verte. À l'époque, on appelait ça la bulle verte. Bon, c'était du greenwashing, tout simplement parce qu'il n'y avait pas les titres financiers. Vous voyez, pour qu'une bulle se forme, il faut qu'il y ait une offre des entreprises, une demande des consommateurs, mais aussi les titres financiers pour pouvoir investir le capital.
Donc, les banques, finalement, elles ont fait un peu de greenwashing, et puis c'est reparti comme avant. Hop, on continue d'inflater les actifs par action, immobilier, etc. Et il y a 3-4 ans, sous l'initiative de Davos, ils ont sorti les fameuses normes ESG, écologiques, sociales, gouvernementales, pour que le capital puisse s'investir là-dedans. Vous voyez? Donc, mais le consommateur va devoir muter de gré ou de force. De toute façon, la mutation, c'est toujours contre le gré des gens. La personne lambda, elle est comme vous, comme moi, elle n'a pas envie de muter. Elle fait ça depuis 30 ans. Pourquoi j'irais muter avec ma patinette électronique? Alors, d'abord, il est clair que dans la réunion qu'on a ce soir, il y a deux aspects qui sont un peu contradictoires, mais on ne peut pas l'éviter. Il y a qu'est-ce qu'on veut faire, la boîte à outils, mais il y a aussi tout l'aspect idéologique dont tu parles. Il y a toute une idéologie à combattre et c'est pas facile. Au cœur de cette idéologie, il y a l'idée, la mondialisation. On nous a vendu dans les années récentes, dans quelques décennies, l'idée, la mondialisation heureuse et autres fadaises. Hein. Il y a tout un travail à faire pour dire que, un, elle n'était pas heureuse, deux, elle n'est pas fatale. Et je vous recommande de ce point de vue le bouquin de Alain Suppiot, professeur au Collège de France, sur l'esprit de Philadelphie, c'est un spécialiste du droit du travail, qui explique que la mondialisation n'est en aucun cas une fatalité ou un fait de nature, mais une construction humaine. Et comme toute construction humaine, elle peut naître, vivre, mourir. Le tout, c'est d'avoir l'idée de mettre quelque chose à la place. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait personnellement un livre, pourquoi je ne suis pas altermondialiste, mais internationaliste, ce qui n'est pas du tout la même chose. Deuxièmement, le peuple. Alors là pour le coup, ça c'est un débat idéologique. Le peuple, en l'article 3 de la Constitution, il est dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. En l'occurrence, le peuple, c'est pas les consommateurs. Hein. Le peuple est un organe politique souverain, d'après l'article 3. Hein. Les consommateurs, c'est une manière d'être, c'est un problème personnel, c'est des gens, mais c'est pas le peuple. Et dire le peuple, il veut consommer, non. Le peuple, en tant que corps politique, il veut être souverain. C'est son rôle. Et s'il ne l'est pas, ben effectivement, il n'y a pas de peuple. Alors, sur la question qu'avez-vous fait, d'abord, un amateur de pétanque ne peut pas être fondamentalement mauvais, donc... Merci. Vous connaissez pas. Donc, par définition, oui, je reconnais qu'il y a un côté provocateur, mais volontaire, tout à fait volontaire. Parce que si on ne le pose pas en ces termes, quelque part, on arrête la discussion. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fera? Pourquoi le fera-t-on? Comment le fera-t-on? C'est bien de ça qu'on parle. Bon. On a fait le syndicalisme. Moi, je suis syndicaliste de la CGT depuis une éternité, même si en ce moment, il y a des moments où elle me gonfle un peu, mais ça, c'est un autre problème. La question que devons-nous faire, elle n'est pas uniquement relative à un combat qu'on connaît. Le combat syndical, quelque part, il est balisé, on sait à peu près. Et quelque part, qui ressuggeste en ce moment, c'est bien. C'est bien que les syndicats soient à l'avant-garde. Mais ce n'est pas de ça, obligatoirement, qu'on parle. La reconstitution de la souveraineté, ce n'est pas le rôle des syndicats. C'est le rôle des citoyens, tous, un par un et tous ensemble. Donc le problème, c'est comment faire le un par un et comment déboucher sur le tous ensemble. Et le tous ensemble, c'est pas n'importe quoi. C'est pas, par exemple, ce slogan bizarre, vivons ensemble nos différences. On peut parfaitement se casser la gueule tous les matins en vivant ensemble nos différences. On les vit en se cassant la gueule. Non, comment refaire société? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que nous considérons que nous sommes dans une société qui a son sens, ses règles, ses objectifs, sa volonté? Et ça, c'est un combat à la fois idéologique et pratique. Et pour le mener, c'est vrai que nous sommes d'accord, Jean-Pierre et moi, pour dire que le meilleur endroit, c'est l'endroit où les gens se connaissent le mieux, se rassemblent le plus facilement, la commune. Bon.
Soit dit en passant, contrairement à une idée répandue, les jacobins, les machins, bon d'accord, ok, il y a toujours eu dans l'histoire de France le pouvoir central, le pouvoir communal. Toujours. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut détruire le pouvoir communal au bénéfice du pouvoir central. Ça, c'est nouveau. Historiquement, ce n'est pas notre histoire. Et recréer d'une certaine façon le pouvoir communal, ça peut être un objectif. Recréer le citoyen grâce à la reconstitution de ce pouvoir communal. C'est pour ça que, bon, disons, il faut créer des cercles locaux qui prennent en charge ces problèmes. Alors, c'est pas tout, oui, c'est pas facile, surtout si ça heurte toutes les habitudes. Mais de toute façon, tous les grands mouvements historiques commencent de façon minoritaire. Hein. Si c'était majoritaire, soit dit en passant, il n'y aurait pas besoin de les créer. Ça serait déjà fait. Bon. On commence minoritaire parce que, effectivement, c'est pas réglé. Donc, il faut s'y coller. Il faut trouver la manière de le dire. C'est pas obligatoirement de raconter n'importe quoi pour faire plaisir ou parce que c'est à la mode. Non, c'est retrouver des problèmes fondamentaux, mais qui sont au cœur même de ce qu'on appelle bêtement la démocratie. La souveraineté, la citoyenneté, le pouvoir du peuple, etc. Oui. Et d'où la question, y a-t-il encore un peuple français? Moi je dis, on ne peut pas répondre à cette question si on ne la pose pas. Encore faut-il la lui poser. On l'a bien posée en 2005, il a répondu. D'une certaine façon, les Gilets jaunes, à leur manière, l'ont posée. Jusqu'à présent. Donc, ce n'est pas des gestes inutiles. C'est dans l'histoire. Il y a des choses qui maturent. Encore faut-il maintenant leur donner sens dans l'action quotidienne, le petit geste quotidien, la rencontre quotidienne. C'est pas simple. C'est parfois sans doute très ingrat. Parce que des moments où on se dit qu'il vaudrait mieux, etc. Mais c'est nécessaire. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres solutions. Le problème, c'est qu'on croit encore que je crois que c'est en train de finir ça. On croit encore que le système permet de répondre à ces questions. Je crois que depuis la dernière présidentielle, les illusions sont largement éteintes. Bon. Mais, comme ça. Alors effectivement, il y a la question du pouvoir supranational, l'Union européenne, bien sûr, la mondialisation, en particulier tout l'aspect financier, ça va de soi. L'histoire prouve que rien n'est jamais insurmontable. Hein. Il y a eu des choses qui ont été surmontées dont personne ne pensait à l'époque qu'elles pouvaient l'être. Qui aurait pensé en 1788 que le roi allait être guillotiné 5 ans après, hein. Bon. C'est une idée qui aurait paru absurde à n'importe qui. Pourtant, ça existait. Bon, alors, les concours de circonstances, bien sûr. Mais il y a quand même, quelque part, la volonté de recréer, oui, la liberté. La liberté, la souveraineté. Je crois qu'il faut insister là-dessus. Oui, il y a beaucoup à faire, c'est vrai. Ça ne veut pas dire, dit en passant, que ce qui se passe en ce moment est négligeable. Je pense que quelque part, les manifestations actuelles sont un symptôme de plus. Je pense que c'est les retraites, bien sûr. Hein. Ça, chaque fois qu'on touche aux retraites. Mais c'est un symptôme de quelque chose de plus vaste. C'est la manière de dire zut à tout le système, d'une certaine façon. Alors, on a ça qui passe, on le prend, ça amplifie. Après, oui, il faut lui donner une traduction concrète sur le terrain, par des actions locales, par des rencontres, par une explication, Et je vous dis, il y a toute une littérature là-dessus. Le problème, c'est que, ça, il a raison, Jean-Pierre, les gens... c'est vrai qu'il y a la télé, alors là, c'est Radio Paris tous les jours. Il y a alors Internet, n'en parlons pas, c'est catastrophique. Indépendamment de la destruction de la langue que ça trimballe. Bon, mais rien n'est insurmontable. En tout cas, c'est vrai que là, je vais faire un acte de foi. Un acte de foi, c'est jamais bon. Mais
je crois en l'homme. Voilà. Il est 20h15. Voilà. On arrête d'habitude à cette heure-là, mais il peut y avoir une autre question. Il y en a une qui vous brûlait les lèvres. Allez. Bah non, c'est qu'en 2013, j'ai été voir justement une conférence sur les EDF. Il disait que justement avec notre rendement au niveau énergétique, on était un peu minable, quoi. À peine 3 watts, ça va pas très loin, quoi. Donc entre guillemets, il valait mieux laisser une machine tourner pour faire de la production que nous laisser tourner nous, parce que on vaut pas grand chose. C'est vrai que c'est défaitiste hein, comme vision, Non, je suis pas mais c'est celle des spécialiste industriels et problèmes des énergétiques, énergéticiens. on s'en fout. Cela étant, Après, je sais que ça peut faire hurler certains, je n'ai jamais été hostile au nucléaire. ça fait peur aussi. Bon. Jamais. Et je dois dire que cette idéologie antinucléaire telle qu'elle s'est développée pendant des années, je pense qu'elle a été mauvaise pour l'intérêt général. Alors, ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi, que ça doit se traiter n'importe comment. C'est vrai qu'il y a des risques, c'est vrai qu'il y a des besoins de sécurité, etc., etc. La question des déchets, je dis que tiens, un copain à moi, on les met dans une fusée, on les envoie vers le soleil, on n'en parle plus. Hein. Mais, soit dit en passant, c'est pas impossible. Donc, je pense qu'il y a eu tout un discours idéologique qui correspond sans doute aussi à des équilibres géopolitiques, qui fait que la France, pour des raisons que je regrette depuis des années, s'incline dès que il y a quelqu'un qui lui dit qu'elle n'est pas dans la norme. Alors ça, le discours, on ne peut pas être seul. C'est quoi l'histoire sinon être seul? L'histoire, c'est être seul et convaincre les autres. Si on part de l'idée qu'on ne peut pas être seul, effectivement, ça s'appelle la démission. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire que c'est possible, ça veut dire simplement que pour dire c'est impossible, il faut d'abord avoir dit je veux essayer de voir si c'est possible. Ça, toujours Alain, penser, c'est dire non. On dit non au discours officiel, après on voit si on a eu raison de dire non. Et parfois on a eu tort. Maintenant, vous savez, on ne sait jamais. Oui. Parce que le 21 novembre 1995, j'étais à Limoges, j'étais cheminot, et on ne savait pas qu'à partir de ce soir-là, on était parti pour plus de 3 semaines de grève. C'est vrai. Personne ne le savait. Je m'en rappelle. Et je reste persuadé d'ailleurs qu'on a raté quelque chose. On a raté un moment d'histoire en 1995, ça c'est sûr. Je pense que ça a été un mouvement social exceptionnel. Exceptionnel. Tronqué un peu à la fin, Bon, ça alors, serait trop long d'en parler maintenant. Mais c'est vrai qu'on a raté quelque chose. Mais c'est vrai que le soir même, où les cars de CRS nous attendaient en bas, on savait qu'on démarrait quelque chose, mais on ne savait pas que ça durerait 3 semaines. Plus de 3 semaines. Donc, on ne sait jamais. Peut-être le 7 mars, il y aura un Donc, demi-mars. on pourrait conclure sur ce que vient de dire André. Pour savoir si une action, une entreprise, etc., est impossible, il faut d'abord vérifier si elle n'est pas possible. Ça serait bien de conclure comme ça. Le débat a été riche, il a été intéressant. Il faut remercier Jean-Pierre et André. Il faut vous remercier d'être là. Mais on ne peut pas faire l'économie d'un regret. Nous sommes 25. Quel dommage. Quel dommage. L'autre fois, ça vous a peut-être étonné, mais j'avais... Et 2 en ligne. Pardon? 2 en ligne. c'est pas mal. Ça allait. 27. C'est bien, je n'ai pas compris. Deux qui, Ouais. qui suivent le truc en ligne. J'avais remercié les médias, La Montagne. Cette fois, je peux remercier personne. C'est la première fois en 10 ans qu'il n'y a pas un traître mot de l'activité de l'atelier sur le journal. On me dit que les quelques radios locales, je ne les cite pas, personne n'en a parlé. Mais moi, je n'écoute pas, donc je ne peux pas dire. Donc merci aux courageuses et courageux qui sont venus ce soir. Quand on fait un effort un soir, on peut le faire le deuxième soir. Alors vous serez tous là le 23 mars. Quelle action pour la paix dans le monde? Avec Patrick Le Yarrick, ancien directeur de l'Humanité, auteur du livre Pour la paix en Ukraine. Et Roland Nivet, porte-parole du mouvement de la paix.
j'ai un petit trou de mémoire, je ne me rappelle plus la salle, comme j'ai commis une erreur il n'y a pas longtemps. On va dire que la salle sera dans l'invitation, ce n'est pas le plus important. Mais je suis sûr que vous viendrez le 13 avril, je vous l'ai déjà dit. Nous constaterons avec Hugo Paletta, sociologue, chercheur, directeur de la revue en ligne Contretemps, la possibilité du fascisme, France, trajectoire du désastre. Mai-juin, j'ai rien de précis à vous dire, sauf que, en réunion, les animateurs de l'atelier ont retenu 2 domaines, 2 thèmes. Deuxième rencontre de l'atelier sur l'énergie. Je dis à ce cher monsieur, c'est dommage, vous n'étiez pas là, je crois, à la première, si, avec Greenpeace. Revenez, mai ou juin, c'est en cours, on va encore en reparler. Et on fera comme vous l'avez souhaité, on partira des besoins. C'est un problème essentiel. Et l'immigration. Et on est en train de consulter toutes les assos qui militent dans ce milieu pour une co-organisation. C'est bien les débats à l'atelier, il y a quelques visages nouveaux, et si vous adhériez à l'atelier, que vous veniez, premier acte citoyen résultant de cette soirée, nous rejoindre à l'atelier. 2, si vous écoutez un billet qui se froisse ou des pièces de monnaie qui vous gênent dans la poche, aidez-nous. Nos moyens, je le dis souvent, c'est simplement notre entraide. Si vous avez envie de continuer à discuter avec ces 2 messieurs, venez dîner avec nous. Nous allons dîner, il y a des places autant qu'on voudra. On va dîner au Victor Hugo pour la somme de 15 € tout compris. Et enfin, deuxième acte citoyen, n'oubliez pas de mettre vos chaises en place. Et pardon, le livre dont j'ai parlé au début, qui pour partie en tous les cas a suinté dans vos propos, il est là. Lise Grignon va s'en occuper, et si vous voulez laisser les monnaies ou billets qui vous gênent, c'est sur la même table. Bonne soirée au 23 mars. Je ne sais pas s'il faut appuyer pour arrêter, je sais pas. T'as pu marquer report d'acier. Pas pu voir.